Bienvenue dans le débat sur France 24. Nous sommes à 7 mois maintenant de l'élection présidentielle en France et les candidatures se multiplient. Dernière en date, celle de la maire de Paris, hier Anne Hidalgo, est devenue la 13e candidate de la gauche à se déclarer. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, a elle lancé sa campagne depuis Fréjus avec un discours anti-immigration très sécuritaire avec des appels du pied au polémiste d'extrême droite Éric Zemmour. Quant au chef de l'État, Emmanuel Macron, il ne s'est toujours pas déclaré officiellement, mais il a reçu ce week-end un soutien de poids, celui de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Alors, la multiplication des candidatures à gauche est-elle synonyme de défaite annoncée? Quid de la droite qui doit encore se trouver un champion? Un duel Macron-Le Pen en 2022 est-il inévitable? On va en débattre avec nos invités ce soir. Brice Couturier, journaliste au Point, auteur de Hockey Millennials, qui paraîtra fin septembre aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également par Skype, Stuart Shaw, consultant en stratégie d'opinion à l'Institut Viva Voice, co-auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes qui paraîtra mi-septembre. Et puis Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico, doit nous rejoindre dans quelques instants. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je vous propose d'écouter d'abord Anne Hidalgo qui annonçait sa candidature hier dimanche depuis Rouen. Elle était pour cette occasion entourée d'autres maires socialistes. On l'écoute. Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi, avec cette force chaleureuse qui m'entoure, humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Alors, sans compter le vainqueur de la primaire des Verts, ils seront 4 candidats à gauche. Catherine Tricot, cette nouvelle candidature d'Anne Hidalgo, c'est une chance pour la gauche ou le contraire ? Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'elle nous dit qu'elle est prête, mais elle ne nous a pas encore donné le profil de sa candidature. On ne sait pas exactement sur quel programme elle va se présenter, quel sera son positionnement. Et de ce fait, on ne sait pas sa capacité de rassemblement. Elle dit qu'elle est une candidate qui rassemble, c'est son mantra, mais est-ce qu'elle aura la proposition, les propositions, la vision pour cela ? Pour l'instant, on ne sait pas. Elle nous a dit qu'elle serait la candidate du respect et une candidate venue des milieux populaires qui, grâce à la République française, a accédé au rang de maire de Paris. Mais bon, ça ne suffira pas complètement pour définir son profil et donc je pense qu'on est encore un peu sur l'expectative. Si vous voulez dire que ça fait une candidature de plus, on ne peut que le constater. Il y en aura peut-être une qui va se... Enfin, il y en aura peut-être certaines qui disparaîtront en cours de route. Sera-ce Anne Hidalgo ou pas, je ne sais. Brice Couturier, bonne nouvelle pour la gauche ou le contraire ? En tout cas, c'est plutôt mal accueilli en dehors du Parti socialiste. La multiplication des candidatures à gauche, alors que la réserve électorale de la gauche est assez réduite, c'est une mauvaise nouvelle pour la gauche, évidemment. On voit mal Jean-Luc Mélenchon renoncer à aller jusqu'au bout de son aventure, d'autant que c'est probablement la dernière fois qu'il peut le faire. On voit mal les écologistes ranger derrière le panache d'Anne Hidalgo. Par ailleurs, il y a le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel. Et d'ailleurs, à gauche, dans la gauche gouvernementale, si on peut dire, Anne Hidalgo n'est pas seule, puisqu'il y a aussi Arnaud Montebourg. Bon, il est évident que dans la mesure où c'est Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, soutient Anne Hidalgo, ça donne une légitimité supplémentaire à sa candidature à elle par rapport à celle de Montebourg. Mais enfin, encore une fois, le réservoir de la gauche, le réservoir électoral de la gauche à l'heure actuelle est des plus faibles, il est inférieur à 30%. Donc on voit mal comment, en divisant ces 30%, il y aura une chance d'arriver au deuxième tour. Non, en l'état actuel des choses, la gauche ne peut pas être présente au deuxième tour. Ce sont des candidatures de témoignage, pas des candidatures sérieuses. Jean-Sébastien Ferjou, vous nous avez rejoint, bonsoir. Vous partagez cet avis, c'est une mauvaise nouvelle pour la gauche ?
Je ne sais pas, parce que je pense qu'on est l'année des primaires sauvages, en quelque sorte, on le voit bien, et à droite, c'est la même chose. Il y a des difficultés, notamment pour les anciens partis de gouvernement, que sont les Républicains ou le Parti Socialiste, à imposer un champion, tout simplement parce que ce sont des partis qui ne savent plus très bien qui ils sont, qui n'ont pas une vision politique ou même socio-économique qui est très claire. Donc mécaniquement, ça pousse à se poser la question des personnalités plus que celle de la ligne politique en tant que telle. Maintenant, ce qui concerne Madame Hidalgo, je pense que ça va quand même dépendre de l'issue de la primaire Europe Écologie Les Verts, parce que si Yannick Jadot est désigné, effectivement, on voit il y a plus de 120 000 électeurs qui sont inscrits. Exactement, mais on ne sait pas du tout quel est leur profil, donc c'est très difficile puisque ce ne sont pas les militants des Verts. C'est plus ouvert que ça ne l'avait été, notamment au moment où les Verts avaient désigné Eva Joly plutôt que Nicolas Hulot. Donc si Yannick Jadot est désigné, effectivement, on voit bien qu'ils sont sur deux territoires, Madame Hidalgo et lui sont sur deux territoires politiques assez proches. Si ça devait être un autre des candidats verts, Éric Piolle, Sandrine Rousseau notamment, alors là, le Parti socialiste retrouve quand même un espace politique qui existe entre ce qui est quand même un peu plus l'extrême gauche et la Macronie. Stuart Shaw, Anne Hidalgo, elle est encore très peu connue en dehors de Paris. Elle est créditée de 7 à 9% d'intention de vote pour l'instant. Est-ce qu'elle est en mesure de galvaniser la gauche comme elle l'espère ? Oui, c'est exactement ce que je voulais rappeler en essayant de mettre à profit du débat quelques éléments d'opinion. Sur le dernier baromètre que nous avons publié via Voice pour Libération, vous avez aujourd'hui 15% des Français qui souhaitent la candidature d'Anne Hidalgo à la présidence de la République. Alors c'était avant son annonce officielle, mais ça prouve bien aussi qu'il y a un cruel manque de dynamisme aussi finalement autour de cette candidature, qui est une candidature d'une maire d'une grande ville, de la capitale, mais qu'il va falloir aussi décentraliser et parler à d'autres habitants que les grandes villes, que les grandes métropoles. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle s'attache à essayer de multiplier les contacts et les ancrages dans les territoires avec notamment ses collègues en région. Ce qui est intéressant aussi de relever, c'est que dans le socle électoral de la gauche, au sens très large, finalement, le leadership, il n'est pas non plus très clair entre Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo. Sur le sondage que nous avons réalisé, sur les sympathisants de gauche, vous avez 28% seulement des sympathisants de gauche qui souhaiteraient une candidature d'Anne Hidalgo et 16% d'Arnaud Montebourg. Donc vous voyez, il n'y a pas de décrochage, il y a très peu de dynamique autour d'un leader qui serait ou une leader qui serait naturelle. Donc c'est assez compliqué. Et enfin, pour terminer sur Anne Hidalgo, je pense qu'il y a deux éléments qui restent assez problématiques pour la gauche et pour son ou sa candidate. C'est cette incapacité à incarner une voie providentielle face à l'actuel locataire de l'Élysée. D'ailleurs, Anne Hidalgo, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou même Yannick Jadot, ne parviennent pas du tout à convaincre les Français sur leur capacité à mieux gérer la situation, notamment actuelle. Et enfin, une question de désirabilité présidentielle des potentiels candidats de gauche qui ne décollent pas, puisque je viens de le rappeler, qu'il s'agisse d'Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot, aucun des candidats aujourd'hui de gauche n'apparaît présidentiable aux yeux de l'opinion. Donc c'est vraiment aujourd'hui une candidature effectivement presque de témoignage qu'il va falloir accompagner d'une réelle dynamique. Catherine Tricot, la gauche a peu de réserve de voix, disait Brice Couturier. Il y a une grande pluralité d'électeurs de gauche également. Est-ce que la gauche elle a besoin d'être unie si elle veut arriver au deuxième tour ? Je pense que c'est qu'une partie du problème. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'être unie probablement, mais elle a besoin d'avoir un discours. Et pour l'instant, elle ne l'a pas. C'est-à-dire que quand on constate qu'aucun des candidats ne convainc vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de remise à jour du discours. Je pense qu'Olivier Faure, depuis qu'il a pris la direction du Parti socialiste, s'est trouvé empêché d'une certaine manière de faire la mise à jour de la politique proposée par le Parti socialiste. Et Anne Hidalgo ne dit pas un mot de la gestion passée, quand même, de François Hollande. Le Parti socialiste qui a beaucoup souffert oui, qui a beaucoup souffert, absolument, à l'issue du quinquennat de François Hollande. Et elle n'en dit pas un mot, elle ne fait pas retour sur cette histoire qui a quand même mis le Parti socialiste au fond du trou. Et je pense qu'il y a une question de mise à jour du discours et qui est un petit peu une question pour tous les partis de gauche de renouveler, de se remettre à flot et donc de retrouver finalement une attractivité dans la population française qui, quand elle est à gauche, regarde avec beaucoup d'expectatives et je pense qu'il y a une forte démobilisation, voire abstention à prévoir parmi l'électorat de gauche. Donc je pense que c'est ça un peu le problème. C'est un candidat
et un projet. Pour l'instant, ça se cherche. On en est encore un peu loin. Brice Couturier, vous vouliez réagir ? Oui, il faut voir sur la longue période. Il faut se souvenir que depuis 1981, nous avons assisté à l'alternance sous forme d'essuie-glace du Parti socialiste et de ce qui s'appelle aujourd'hui les Républicains, et qu'à chaque élection générale, le parti au pouvoir a été battu. C'est ce qu'on a appelé le syndrome de l'essuie-glace. Et qu'on était vraiment arrivé au bout d'un système politique. Au bout d'un système politique reposant sur ces deux partis. Et en 2017, Emmanuel Macron a bénéficié d'une situation tout à fait exceptionnelle qui était l'écrasement, l'effondrement de ces deux partis qui avaient animé la vie politique depuis maintenant presque 40 ans. Donc il y a eu... On pouvait imaginer que sur la base de leur défaite, ces deux partis allaient se renouveler, en effet, qu'ils allaient comprendre la leçon et qu'ils allaient repartir sur des bases nouvelles. On pouvait même imaginer que de nouveaux partis se créent. On a bien vu que les Verts ont essayé de prendre la place laissée un peu vacante par le Parti socialiste. Ils n'y sont pas parvenus. À droite, on n'a pas vu d'opération semblable. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation qu'on était en 2017, en effet, à savoir qu'en réalité, tant le parti de droite que le parti de gauche, le grand parti de droite comme le grand parti de gauche, ont été incapables de tenir compte de l'avertissement terrible qu'on leur avait donné l'électorat il y a 4 ans. Donc on est face à la même situation aujourd'hui et on voit mal comment d'ici les élections, de tels discours, de telles alternatives intellectuelles et programmatiques pourraient être élaborées. Jean-Sébastien Ferjou, on vient de le voir, il y a d'un côté cette gauche divisée, puis il y a aussi la droite, on vient de l'évoquer, la droite qui est aussi divisée 5 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, la droite qui peine à trouver un champion et qui est divisée idéologiquement. Et entre aujourd'hui Xavier Bertrand ou encore Valérie Pécresse, on a du mal à avoir un champion qui se profile finalement aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est très divisée idéologiquement ou si on est plutôt dans des questions de sensibilité qui se projettent justement sur des questions de personnes. Parce que moi j'ai l'impression à l'inverse qu'avec la pandémie de Covid, presque tout le champ politique, à l'exception vraiment de l'extrême gauche ou une partie de l'extrême droite, tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire tout le monde veut réindustrialiser, tout le monde veut retrouver des marges pour la souveraineté nationale, tout le monde dit qu'il faut quand même plus se poser la question des flux migratoires. Enfin, je n'entends pas justement de si grande divergence, et c'est la grande problématique, c'est que les gens sont bien capables de voir à minima, je ne sais pas d'ailleurs s'ils font vraiment un diagnostic de la réalité à laquelle est confrontée la société française, mais enfin ils voient bien ce que les Français expriment dans les sondages en tout cas, et on voit des partis politiques qui ne sont plus qu'à la traîne des sondages. Regardez sur le Covid, sur le pass sanitaire, on a vu beaucoup de responsables politiques qui finalement étaient à la traîne, ils attendent d'abord de savoir ce que les Français en pensent avant d'en dire quelque chose, et effectivement c'est le cas pour la gauche comme c'est le cas pour la droite, et puis à côté il y a des gens qui troublent un peu le jeu, Éric Zemmour par exemple, parce qu'ils arrivent avec des propos qui sont, effectivement, pour le coup, eux assument une vision du monde qui est très marquée, pas nécessairement, qui correspond pas nécessairement loin de là, d'ailleurs, au centre de gravité des électorats qu'ils visent, si on raisonne sur la droite au sens large ou sur la gauche pour d'autres, justement, candidats. Mais enfin, ils assument comme ça une vision du monde très profonde. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est 20 ans après le 11 septembre et qu'on voit bien, le 11 septembre, c'était quoi ? C'était ce moment où on s'est réveillé, on avait eu l'illusion de la parenthèse de la fin de l'histoire, et puis on s'est rendu compte que ça n'était qu'une illusion. Et finalement, tout s'est effondré entre-temps. C'est-à-dire que nous n'avons plus confiance dans nos démocraties, dans le principe même de la démocratie libérale, puisque une partie, notamment de l'extrême gauche, ne cesse de répéter que cette démocratie, finalement, elle est quand même un système patriarcal, un système qui opprimerait les minorités, un système qui privilégierait les blancs, etc., ou alors qui détruirait, qui aboutirait à détruire la planète. Et puis, sur le capitalisme, qui est l'autre versant des démocraties libérales dans la notion de la fin de l'histoire telle que l'avait exposé Francis Fukuyama, il y a eu la crise de 2008 qui est passée par là. Et on voit bien que même chose, les gens n'ont plus forcément confiance dans un capitalisme très financiarisé ou très mondialisé. Et rien n'a été proposé en matière d'alternatives intellectuelles. Même l'Europe a été ébranlée par la crise du Covid et on voit bien que rien n'a véritablement été proposé, si ce n'est de répéter un peu en boucle comme des mantras, des choses qu'on disait déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans. On l'a vu la semaine dernière avec Emmanuel Macron parlant de l'Europe de la défense. Alors qu'on voit bien que ça n'a pas de sens. Les Allemands ne veulent pas d'une Europe de la défense aujourd'hui. Et donc on a une vie politique qui est en trompe-l'œil, qui est une espèce de théâtre d'ombre. On a une vie politique qui est celle du signal. Donc on a des candidats qui envoient des signaux. Donc Anne Hidalgo est de gauche puisqu'elle veut doubler la rémunération des enseignants. On ne sait pas comment. Elle ne dit pas comment elle financerait la mesure. D'autres vont envoyer des signaux sur X ou X trucs. Mais ça n'est plus de la politique. C'est une démocratie qui est uniquement médiatique, sauf qu'il y a quand même des élections, il y a quand même des vrais électeurs. Catherine Tricot, qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, je pense que c'est quand même pas tout à fait... je partage l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jachère, et notamment la transformation du monde depuis 20 ans. C'est évident qu'il n'y a pas d'articulation d'un discours pour prendre en compte l'émergence de nouvelles puissances à l'international, par exemple. Ça, c'est tout à fait clair que c'est en dessous du niveau des radars, que sur la question écologique, on a du mal à voir émerger véritablement des contradictions et des alternatives. Tout le monde maintenant, je reconnais que tout le monde maintenant reconnaît la question écologique, mais les termes du débat sur comment on va faire, c'est ça qu'on attend maintenant de voir émerger et qui pourrait remobiliser, à mon avis, une partie des Français qui sont, on l'a vu dans les sondages, maintenant considèrent que la question environnementale est première. Donc, quelles sont les solutions, quelles sont les perspectives pour pouvoir affronter ce défi majeur? Ça, on ne nous le dit pas. Je pense que la question de la démocratie est en effet une question très, très profonde et que le quinquennat qu'on vient de vivre ne l'a pas vraiment améliorée. On peut même dire qu'elle l'a passablement secouée avec une gestion assez autoritaire de la société française et que, de ce point de vue, on aimerait bien qu'il y ait un débat sur la manière de revitaliser la démocratie, ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu aussi beaucoup de trompe-l'œil, c'est-à-dire des conventions de citoyens donc on n'a pas véritablement suivi. Et puis, par contre, une politique très verticale d'Emmanuel Macron. Donc les sujets qui émergent, comme les sujets d'inégalité, donc de démocratie, de climat, de transformation du monde, tout ça, il y a une conscience dans la société qui devient de plus en plus forte, mais on n'a pas encore de propositions qui soit les mettent au juste niveau, soit qui fassent une proposition globale alternative. On arrive sur des grands mots, liberté, respect, je ne sais pas quoi encore, mais ce n'est pas avec ça qu'on va affronter les 20 ans qui s'ouvrent devant nous. Stuart Shaw, l'écologie notamment, ce sera un des grands thèmes pour 2022 ? Ça sera un des grands thèmes, évidemment, mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit sur le plateau, sur lequel je suis totalement en phase. Effectivement, ce qu'on, en tout cas, remarque dans les études d'opinion, c'est qu'il n'y a pas un désamour des Français pour la politique. Il y a une défiance sur ce qu'elle représente aujourd'hui et sur ce qu'elle incarne. Effectivement, force est de constater que les termes du conflit social, en tout cas de ces années et des années qui viennent, ne sont, pour le coup, et selon les Français, pas représentés et incarnés dans le débat politique actuel, et ce qui peut aussi amener à ces abstentions massives que l'on a connues ces dernières années. Pour vous donner un exemple, sur l'écologie, par exemple, qui est un terme qui était plutôt identifié, à gauche, vous avez seulement 30% finalement des Français et des sympathisants de gauche qui feraient confiance à la gauche pour résoudre les problèmes d'ordre écologique. Donc c'est pour vous montrer aussi qu'effectivement, il y a un problème de récit politique, il y a un problème de lisibilité du récit politique, il y a un problème de désirabilité du récit politique qui est criant et qui fait que les Français boudent les urnes et finalement ne voient plus dans la politique la réponse finalement aux enjeux de demain. Et d'ailleurs, c'est très clair dans les sondages, les Français pensent que les solutions aux enjeux qu'ils définissent et qu'ils identifient très bien ne procéderont pas du politique. C'est quand même un sujet qui est majeur et qui est fondamental à quelques mois de la présidentielle. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de la première partie de ce débat. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous sur France 24. Et tout de suite, la deuxième partie de notre débat consacrée à la politique en France avec la campagne pour les présidentielles de 2022 qui démarre fort. Avec moi ce soir, Brice Couturier, journaliste au Point, auteur de Hockey Millennials qui paraîtra fin septembre aux éditions L'Observatoire. Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Et puis par Skype, Stuart Shaw, consultant en stratégie d'opinion à l'Institut Via Voice. On va à présent revenir, on a parlé en première partie de la division de la gauche avec cette candidature d'Anne Hidalgo ce week-end, la droite qui peine pour l'instant à se trouver un champion pour l'élection. Face à tout ça, est-ce qu'on se dirige finalement vers un duel inévitable entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Jean-Sébastien Ferjou. Marine Le Pen qui d'ailleurs a lancé sa campagne ce week-end. En tout cas, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion. Maintenant, la question sera, y aura-t-il un élément
qui viendra troubler ce scénario écrit, puisqu'on a vu que les précédentes élections présidentielles, justement, ne s'étaient jamais produites comme on l'avait anticipé. Donc après, d'où peut venir la surprise, il est assez compliqué de répondre par avance, puisqu'il peut y avoir une part aussi d'incertitude liée au fait que ça puisse être des affaires ou je ne sais quel autre élément extra-politique. De l'affaire Fillon ou de l'affaire DSK, finalement. Non, mais voilà, mais là on voit la Cour de justice de la République, par exemple, où il y a eu la mise en examen de Madame Buzyn. On pourrait imaginer, parce qu'il y a d'autres responsables dans la gestion de la crise, que peut-être il y a aussi une judiciarisation plus grande, une appréciation juridique de ce qu'a été l'action du gouvernement, ce qui, à mon sens, d'ailleurs, est très dangereux d'un point de vue démocratique et politique, parce que précisément, ce sont les élections qui ont à trancher de ces affaires-là. Mais donc, il est difficile de dire qu'est-ce qui pourrait changer ce scénario. Je pense que si ce scénario se maintient, ça serait vraisemblablement un contexte d'abstention très élevé. Et il y a deux sujets, où il y a deux questions en une. Il y a qui peut gagner cette élection présidentielle, puis il y a quand même qui peut gouverner et comment au soir d'une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron, même si Madame Le Pen était élue, comment pourrait-elle gouverner? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus de majorité sociologique dans la société française. Et c'est un vrai problème. Il y aura forcément un président élu, un ou une présidente, qui aura forcément une légitimité en termes de légalité, mais qui n'aura pas forcément la dynamique politique ou la dynamique sociologique pour véritablement mettre en œuvre son programme. Maintenant, entre les deux, si un des deux ne devait pas être présent au second tour, depuis longtemps, moi j'entends les gens qui imaginent que Madame Le Pen est nécessairement qualifiée pour le deuxième tour. Moi, je pense que si un des deux ne devait pas être présent, ce serait plutôt Madame Le Pen. Alors justement, Marine Le Pen, elle s'inquiète d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui est en embuscade. Le polémiste d'extrême droite, elle lui a d'ailleurs fait des appels du pied hier depuis Fréjus. On écoute Marine Le Pen. En 2022, cette élection présidentielle, ce ne sera pas seulement un choix de société. Ce sera un choix de civilisation, un choix de vie et d'avenir pour nos enfants, un choix de sécurité et de puissance pour notre pays. Un choix de liberté et d'indépendance. Appel du pied qu'elle a poursuivi hier soir sur TF1. Brice Couturier, elle a raison d'avoir peur d'Éric Zemmour, Marine Le Pen? Bien sûr. Si vous voulez, elle était face à un choix impossible. Soit, comme son père, elle continue à jouer le rôle... Éric Zemmour, qui n'est pas déclaré officiellement encore. Pour l'instant. Mais ou bien elle restait simplement un élément tribunicien sans aucun espoir de conquérir le pouvoir, ce qui était le jeu de son père Jean-Marie Le Pen, ou bien elle voulait vraiment accéder au pouvoir et elle le voulait réellement. Dans ce cas-là, il fallait qu'effectivement elle se recentre, qu'elle se banalise en quelque sorte. Du coup, elle a laissé un espace sur sa droite et quelqu'un allait s'engouffrer dans cet espace. C'était une évidence. C'est Zemmour pour l'instant qui est le candidat à occuper cet espace. Mais en ayant un peu parlé avec différents politiciens et états-majors, j'observe depuis environ un an que beaucoup d'entre eux redoutaient l'irruption in extremis d'un joker, de quelqu'un qui viendrait bouleverser le jeu politique traditionnel, le Coluche, si vous voulez, du moment. Zemmour est peut-être celui-ci. Maintenant, on attendait un militaire, très honnêtement, pour l'extrême droite. Le général de Villiers, pour ne pas le nommer. Pour l'instant, c'est pas lui. Mais on est encore assez loin, finalement, de ces élections. Donc, un autre joker peut survenir à n'importe quel moment et bouleverser un jeu qui est effectivement très instable pour tout le monde. Maintenant, Marine Le Pen est dans une situation difficile parce que soit elle rejoint les thèses de Zemmour qui sont des thèses plus radicales que les siennes et elle va perdre sa crédibilité et en même temps, Éric Zemmour lorgne aussi un peu l'électorat des Républicains. Il prend, effectivement, on le verra peut-être avec notre ami sondeur, mais il semble qu'effectivement, il prenne à la fois sur le Front National et sur les Républicains. Il prend aussi un peu sur la France insoumise, d'ailleurs. Donc, il prend un peu partout. Mais enfin, c'est quand même Marine Le Pen qui est On voit bien, par exemple, que l'état-major d'Emmanuel Macron souhaite très vigoureusement que Zemmour ne soit pas présent, parce que si Zemmour est présent, Marine Le Pen n'est pas forcément en tête. Et si Marine Le Pen n'est pas forcément en tête, alors peut-être que Xavier Bertrand le sera. Catherine Tricot, Éric Zemmour, c'est un vrai danger pour Marine Le Pen. En même temps, il n'a pas vraiment, pour l'instant, de parti derrière lui. Il n'a pas de base électorale. Moi, je ne crois pas du tout à l'hypothèse Éric Zemmour, parce que je pense qu'il est sur une tête d'épingle. C'est-à-dire que véritablement, son projet et son discours est réduit à très peu à la question identitaire, qui participe au débat, mais qui n'est pas la question centrale par rapport à toutes celles dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense que hier, Marine Le Pen a tenté de réconcilier les deux, c'est-à-dire à la fois de revenir sur ses fondamentaux et de ne pas perdre sur sa capacité à ne pas effrayer. Et je trouve qu'elle a réussi
avec son discours sur les libertés, qui était parfois un peu fourre-tout, mais qui quand même permettait en sous-texte de renvoyer à son électorat les signaux que celui-ci attend, c'est-à-dire, au fond, on va refaire la France et l'immigré qui un discours anti-immigration. Très anti-immigration, sous couvert de défense des libertés. Mais elle n'a pas fait un discours explicitement anti-immigration. Elle a même réussi à dire qu'il y avait des talibans qui n'étaient pas musulmans. Enfin, donc... ça pataugeait des fois un peu dans la semoule, mais en tout cas, elle a bien cherché à ne pas se retrouver comme ça, mise dans le corner du racisme, etc. Et en essayant de dire, moi, je défends la cause de la République, des femmes, etc., etc. Et je pense qu'elle a plutôt réussi. Et en fait, d'une certaine manière, ce que je pense, c'est qu'elle est challengée par Éric Zemmour, qui, à mon avis, n'a aucune chance. Il est trop sectaire, trop sur une tête d'épingle, et il la pousse finalement à reformuler. Elle a été meilleure que ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu Marine Le Pen comme hier. C'est pas du tout ce que je partage comme point de vue, mais je trouve qu'elle a fait un discours qui avait de la tenue, de la cohérence, et qui essayait de rassembler son électorat, son électorat, et de proposer une vision cohérente et globale. Stuart Shaw, ça donne quoi, Éric Zemmour, dans les sondages ? Écoutez, ça donne une progression sur effectivement quelques mois. Aujourd'hui, on serait, selon mes confrères de l'IFOP, on serait à 19% des Français qui seraient prêts à voter Éric Zemmour, dont 8%. Combien ? Certainement. 19%. 19% se disent prêts à voter Éric Zemmour, mais seulement 8% très certainement. Et finalement, si vous regardez le détail de ces votes-là par proximité partisane, vous avez effectivement près d'un tiers des électeurs de Marine Le Pen qui seraient prêts à voter pour Éric Zemmour, et un tout petit peu moins des électeurs de François Fillon au premier tour d'élection présidentielle de 2017. Donc effectivement, au regard de ces scores-là, ça peut être un danger pour Marine Le Pen. Mais il y a une autre raison qui est très claire, on l'a évoqué sur le plateau, c'est la ligne politique de moins en moins lisible aussi de Marine Le Pen, notamment sur l'Europe, où elle voit qu'elle n'est pas forcément en phase avec l'attente des Français, donc elle normalise son discours, mais elle perd effectivement une tranche de son électorat. Donc on est face à une ligne qui est de plus en plus illisible et qui va donner effectivement peut-être un peu de dynamique à Éric Zemmour. Mais enfin, il faut aussi nuancer les choses, puisque comme on vient de le dire, une campagne présidentielle, c'est tout autre chose finalement que être polémiste sur un plateau de télévision. Quel est le récit proposé? Quel est le programme proposé? Quand on regarde les interventions d'Éric Zemmour sur différents chaînes et vos confrères, on voit aussi que sur certaines questions, quand on rentre vraiment dans la concrétisation des choses, dans le débat d'idées qui est autre que le débat de dénonciation et de critique, c'est assez compliqué. Donc, je pense que la candidature Éric Zemmour, oui, un danger pour Marine Le Pen, mais voilà, il faut nuancer aussi cette dynamique-là, surtout qu'une candidature, il faut instaurer un duel. Et quel duel va instaurer Éric Zemmour? Contre qui, finalement? Si c'est contre Marine Le Pen, vous voyez, on est quand même sur un socle électoral qui est assez quand même réduit. Et donc, pour atteindre, je dirais, le second tour d'élection présidentielle, ça risque d'être compliqué. Donc, oui, une dynamique, mais je pense qu'il faut prendre tout cela avec nuance, et il faudra analyser ça dans les mois qui vont venir. Jean-Sébastien Ferjou, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Oui, alors il y a des tas de choses à dire sur une candidature potentielle d'Éric Zemmour. Déjà, encore faut-il qu'il se décide, même si là, le CSA, en quelque sorte, l'y a poussé, puisqu'il n'a plus son émission. Mais il faut quand même les signatures. Il faut quand même 500 signatures de maires, et on voit bien que le Rassemblement national n'a pas intérêt à signer pour Éric Zemmour, les Républicains n'ont pas intérêt à signer pour Éric Zemmour. La République En Marche a pu en avoir la tentation à un moment donné, avant d'avoir peur, comme le soulignait Brice Couturier à l'instant, en disant il faudrait quand même pas qu'il monte trop, parce que ça pourrait finir pour... Donc bref, c'est compliqué, d'autant que maintenant les signatures des maires sont un élément public. Mais là où je pense qu'Éric Zemmour a une particularité politique, c'est qu'il n'est ni sur le terrain de Marine Le Pen, ni sur le terrain des Républicains. Et quand on regarde bien, pas sur le potentiel, parce que là, ce qu'on a évoqué, c'est le potentiel de voix. C'est-à-dire, dans l'absolu, indépendamment de quiconque serait candidat par ailleurs, pourriez-vous éventuellement voter pour Éric Zemmour? Ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à la vraie vie, où vous choisissez par rapport à des candidats qui sont quand même vraiment identifiés et qui sont présents. Et on voit que là, l'électorat du Rassemblement national, il est quand même très fidèle à Marine Le Pen. Bien plus d'ailleurs que n'importe quel autre électorat, peut-être à l'exception de celui d'Emmanuel Macron. Mais très démobilisé. Mais Éric Zemmour, il prend peut-être un peu plus sur les Républicains, mais surtout le clivage politique qu'il installe, il est celui qui dit « je vais au bout de la logique ».
l'Europe, ça ne fonctionne pas, ou nous sommes dans un piège, puisque vous voyez que nous nous plaignons de ne pas pouvoir, et même des politiciens dits mainstream, ou même parfois centristes, disent regardez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ou la jurisprudence Wix, jurisprudence ou hiérarchie des normes européennes, font que nous ne pouvons pas prendre de décision. Par exemple, un ministre de l'Intérieur n'a la main que sur 10% des flux migratoires réellement. Lui, il dit, écoutez, puisque c'est ça et que vous voulez plus d'immigration, allons au bout de la logique. Tranchons le nœud, on va au bout de la logique et on entre dans un conflit avec l'Europe. Il le dit sur un certain nombre de sujets aussi, sur des sujets économiques. Vous voulez réindustrialiser, vous ne vous en sortirez pas avec les règles européennes à l'heure actuelle. Et le clivage qu'il instaure, c'est celui-là. Moi, je pense que les Français qui sont tentés par Éric Zemmour à l'heure actuelle, ce qui rémunère en quelque sorte dans les sondages, c'est le fait qu'il impose des thématiques dans le débat. Ils ont envie que ces thématiques-là soient présentes et ils ont envie qu'on aille au bout de ces thématiques-là parce qu'ils voient bien les pièges dans lesquels on s'est enfermé et en quelque sorte l'hypocrisie qu'il y a à vouloir une chose et son contraire en même temps. Mais c'est pas parce que vous rémunérez quelqu'un, entre guillemets, vous allez voter pour lui derrière. Par une intention de vote exprimée dans un sondage parce que vous êtes content qu'il amène un thème de débat que pour autant vous voterez pour lui. Il y a une grande différence et moi je retiens la jurisprudence Donald Trump entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le grand paradoxe, plus vous dites qu'il y a la guerre civile et moins les électeurs ont envie que vous jetiez de l'huile sur le feu. Donc c'est un chemin qui est extrêmement étroit parce qu'effectivement ils ont envie qu'on dise regardez, il y a des fractures dans la société française, mais ils n'ont pas envie que la manière dont vous le dites jette de l'huile sur le feu. Donc vous voyez que le chemin pour Éric Zemmour, c'est un chemin de crête qui n'est pas facile. On va parler maintenant d'Emmanuel Macron, le président français, qui ne s'est toujours pas déclaré officiellement. Il a reçu par contre hier soir un soutien de poids, celui d'Édouard Philippe, son ancien Premier ministre, qui s'exprimait sur TF1. On écoute. Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Je pense, j'espère, qu'il sera candidat. J'ai vu combien cette mission, ce mandat était incroyablement difficile. Et je pense que Emmanuel Macron est fait d'un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle. Brice Couturier, c'est important, ce soutien d'Édouard Philippe pour le chef de l'État ? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait dans une certaine fraction de la droite traditionnelle, une volonté de faire monter Édouard Philippe contre Emmanuel Macron. Apparemment, la tentation, en tous les cas, n'a jamais effleuré l'ancien Premier ministre lui-même. N'oublions pas que c'est une histoire qui s'est répétée fréquemment, qu'un Premier ministre comme Fillon se présente contre le président de la République qui avait servi pendant tout un quinquennat, Nicolas Sarkozy. Manuel Valls s'était aussi a essayé de se présenter un moment contre François Hollande. Donc, c'est une tradition, je dirais maintenant, de la Ve République que quand un président est en difficulté pour sa réélection, son ancien Premier ministre monte au filet pour essayer de récupérer la situation. Apparemment, le cas d'Édouard Philippe est très différent. C'est un homme fidèle à son mentor. Après tout, c'est Macron qui l'a fait. Il n'était jamais que maire du Havre avant de devenir Premier ministre. Mais j'observe quand même qu'à l'intérieur même de la Macronie, ça pose un problème. Parce qu'à l'intérieur de la Macronie, visiblement, la famille macronienne est divisée entre de multiples tendances, des tendances de gauche, des tendances du centre, des tendances de droite. Il y a une tendance de droite qui est organisée, elle s'appelle Agir. Les députés qui viennent des Républicains et qui ont rejoint Emmanuel Macron sont membres du groupe Agir. Donc là, ça va renforcer leur... Non, parce qu'Édouard Philippe est en train manifestement de constituer son propre groupe à l'intérieur de la Macronie. Et avec toujours l'idée d'Édouard Philippe, c'est que la poutre travaille encore, c'est-à-dire qu'il reste encore des électeurs de droite à convaincre, des anciens électeurs des Républicains à convaincre de rejoindre le clan macronien. Et pour ce faire, il est en train de créer son propre mini-parti. Et ça va poser un problème au groupe Agir qui estime que la droite macronienne, c'est eux. Catherine Tricot, je vous voyais foncer... Moi, je dirais que le mentor de Philippe, c'est Juppé, plutôt que Macron. Et que donc, moi, je me plais à penser qu'en fait, on aurait dû avoir Juppé en 2017 et qu'en fait, on a eu Juppé. Que Macron, c'est Juppé. D'une certaine manière. Je veux dire, il a choisi Philippe et ça marchait. Et qu'il représente, en effet, comment il avait parlé de mondialisation heureuse. C'est-à-dire, Identité heureuse. Identité heureuse, pardon.
Identité heureuse. C'est-à-dire que Juppé représentait cette droite libérale et qui se voulait être aussi libérale sur le plan de la société. Étatiste au plus haut degré. Et c'est cette philosophie-là que Juppé représentait, que Philippe représente, et qui, à mon avis, est une proposition pour la droite qui n'a pas disparu, qui a disparu provisoirement en 2017, qui a été reprise par Macron, et à mon sens, Édouard Philippe attend 2027. Ça me paraît tout à fait clair. D'ailleurs, c'est presque ce qu'il a dit hier. C'est-à-dire qu'il y a un avenir. Et il y a un avenir pour la droite. Et l'avenir pour la droite, c'est avec Édouard Philippe. C'est ça qu'il raconte. En tout cas, c'est ça qu'il raconte dans la mesure où c'est ce que la gauche aime à entendre, mais je ne pense pas que ça convainque un électeur de droite ni de près ni de loin. Les électeurs de droite qui sont déjà ralliés à Emmanuel Macron, ils voient Emmanuel Macron. Justement, le problème d'Édouard Philippe, c'est autre chose. Le problème d'Édouard Philippe, c'est un peu un problème similaire à François Bayrou. C'est qu'ils se sont déjà vendus pour un plat de lentilles. Et donc, la deuxième fois, qu'est-ce que vous avez à obtenir en échange ? Non, mais ils n'ont pas... Pour le coup, la différence, d'ailleurs, à mon sens, entre François Bayrou et Édouard Philippe, c'est que François Bayrou a négocié un véritable accord politique. Il a obtenu un groupe. Le MoDem est une force politique qui compte et d'ailleurs qui a parfois eu une évolution politique pas exactement similaire à celle de la majorité. Édouard Philippe, il s'est juste vendu, lui, il n'a rien créé, il n'a pas pris ni sa carte de LREM, il n'a pas voulu prendre la tête de la majorité, il n'a rien créé politiquement, la poutre travaille peut-être, mais en tout cas, c'est sans lui. Donc oui, moi je crois qu'il faut le prendre à son propre mot. Tout le monde n'est pas fait du même métal qu'Emmanuel Macron, il est sûr que lui n'est pas fait du même métal qu'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron est effectivement un homme qui est capable de se battre. Je crois qu'Édouard Philippe est effectivement plus du côté des Juppé, des Delors, etc., des gens qui voudraient bien être président par acclamation. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et pour les besoins d'un livre que j'ai publié en 2017, un président philosophe qui était consacré donc à Emmanuel Macron, j'ai essayé de voir quel était le soubassement philosophique intellectuel de cet homme qui est non seulement un politicien, mais un intellectuel digne de ce nom. Pour moi, il n'est pas juppéiste. Pour moi, c'est un libéral de gauche dans une tradition typiquement anglo-saxonne qui remonte à Amartya Sen ou à John Rawls. Donc je le vois beaucoup plus comme une espèce de nouveau Tony Blair que comme un Juppé. Certes, alors il y avait cet équilibre très intéressant au sommet de l'État entre un néo-Tony Blair et un disciple de Juppé, qui était Édouard Philippe. Mais cet alliage-là était justement très intéressant et c'est peut-être ce qui a fait marcher si bien le gouvernement à cette époque-là. Aujourd'hui, ce qui est quand même si bien, tout étant toujours relatif, parce qu'on se souvient que l'obstination d'Édouard Philippe sur la taxe carbone a quand même assez largement généré les gilets jaunes. L'obstination d'Édouard Philippe à vouloir introduire la réforme paramétrique des retraites dans la réforme systémique a généré tout le conflit sur les retraites, les 80 km/h. Enfin bon, finalement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien passées dans le quinquennat qu'on aurait pu attribuer. On n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais revenir, avant de se quitter, sur le procès Benalla qui s'est ouvert à Paris tout à l'heure. Stuart Shaw, ce procès, c'est une épine dans le pied pour Emmanuel Macron. Franchement, je ne sais pas vraiment dire, parce que pour le coup, Emmanuel Macron, on en parle depuis tout à l'heure sur ce candidat, non-candidat à président, c'est un peu le seul contre personne. Aujourd'hui, vous avez, selon les études d'opinion, alors évidemment, ce sont des sondages, et je m'inscris dans la nuance qu'il faut avoir quand on lit ces sondages-là, mais vous avez quand même plus d'un tiers des Français qui jugent aujourd'hui positivement son action sur un ensemble de registres qui sont quand même importants dans le cadre d'une élection présidentielle, sur l'économie par exemple, sur la santé, sur la protection sociale, sur l'emploi. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il bénéficie aussi d'une absence d'opposition très claire et donc d'idées d'alternance qui n'émergent absolument pas dans l'opinion. Et ça, c'est très clair. On vient d'en parler ce soir. Et puis enfin, le troisième élément, et on vient d'en discuter, c'est à la fois sa base électorale qui lui reste extrêmement fidèle, rarement vue d'ailleurs sur les deux derniers quinquennat. Vous avez entre 88 et 90% des électeurs qui ont voté pour lui au premier tour qui sont et qui restent satisfaits de son action aujourd'hui. Et puis vous avez un centre de gravité à droite, et on a aussi là commencé à en parler, avec vous avez 43% aujourd'hui des électeurs de François Fillon qui souhaitent qu'Emmanuel Macron se représente en 2022 et 52% qui anticipent même sa victoire malgré l'entrée en lice de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, vous avez 38% de ces mêmes sympathisants qui estiment qu'Emmanuel Macron dirige mieux la France ou dirigerait mieux la France que Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Donc tout ça pour vous dire que oui, ce procès-là s'inscrit et va être finalement encore une affaire à gérer, mais s'inscrit dans un contexte qui est pour le coup encore assez favorable au président de la République. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il me semble qu'il se déclarera candidat le plus tard possible pour bénéficier de ce contexte-là. Là, on n'a plus du tout de temps. Merci beaucoup,
à tous les quatre d'avoir été sur ce débat ce soir. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.